c'est quoi un administrateur de l'Assemblée nationale? À quoi ça sert? Oui, c'est une question que je me suis moi-même posée avant de passer ce concours. Alors, en fait, d'abord, l'Assemblée est une administration comme une autre, donc il y a un certain nombre de services administratifs et il faut gérer cette administration. Donc, il peut y avoir des tâches de gestion comme dans n'importe quelle autre administration. Mais, en fait, la tâche qui me semblait d'ailleurs la plus attrayante et qui est effectivement celle qui mobilise le plus grand nombre, en tout cas, de fonctionnaires parlementaires, c'est la tâche d'assistance technique, juridique, éventuellement économique, si on est dans des commissions qui traitent plutôt de l'économie, ou parlementaires. Les députés sont élus, ou les sénateurs, si vous êtes au Sénat, sont élus en fonction d'un grand nombre de qualités, et d'abord de leur engagement politique, bien sûr, mais ils ne sont pas forcément des techniciens de la loi. Et donc, ils ont besoin, en fait, de techniciens qui vont les aider pour mettre en forme, d'un point de vue juridique, leurs idées, leur apporter une assistance juridique, donc pour remplir leur rôle qui est de voter la loi et éventuellement, c'est venu progressivement au cours de ma carrière, contrôler l'action du gouvernement. Quand il s'agit par exemple de faire passer un texte, est-ce que vous pouvez être amené également à donner des conseils, disons, de tactique? Oui, bien sûr. C'est pourquoi il faut vraiment ne pas avoir un engagement trop fort. Parce que dans ces cas-là, la marge, la séparation entre ce qui est purement technique et ce qui est politique est quand même étroite. Vous faites tout pour aider donc les parlementaires à atteindre leur objectif, qui est de faire voter une loi dans les conditions dans lesquelles ils souhaitent qu'elle soit votée. Alors, je parle en l'occurrence comme si nous ne travaillions qu'avec les députés de la majorité. C'était un peu le cas lorsque je suis rentré à l'Assemblée pendant plusieurs années, parce qu'il n'y avait pas une habitude de participation active de l'opposition, en particulier à la fonction législative. Et même à la fonction de contrôle, il n'y avait jamais de rapporteur ou de président de commission d'enquête ou de mission d'information. Maintenant, c'est un peu moins vrai, donc vous pouvez aussi travailler pour l'opposition. Ça peut être essayer de faire en sorte qu'une proposition de loi présentée par l'opposition ait le plus de chances, sinon d'être adoptée, ça c'est parfois au-dessus des forces des parlementaires concernés, mais en tout cas ait une certaine notoriété. Oui, vous nous disiez au fond, nous sommes les avocats des parlementaires. Oui. Défendez leur cause, les aider à défendre. On les aide à défendre leur cause, c'est plutôt ça. Un outil de projet. Est-ce que ça ne pose pas, question incidente, un problème de confiance, puisque aussi bien dans le même temps, je comprends, pourriez-vous travailler pour la majorité que pour l'opposition? Oui. Aider la majorité à présenter le mieux possible le projet amendé ou la proposition, et aider également l'opposition à, en quelque sorte, faire obstruction de la meilleure manière possible. Oui, c'est vrai. Et moi, je pense que c'est une des choses qui m'a passionné dans les fonctions que j'ai exercées à l'Assemblée, c'était de gagner la confiance de ceux avec qui je travaillais, en leur faisant comprendre, non pas nécessairement que je partageais leurs idées, puisque précisément, je m'efforçais de ne pas évoquer mes propres idées, mais de leur faire comprendre que je les assisterais d'une manière neutre et loyale, en mettant toutes mes capacités au service de leurs idées. Et c'est quelque chose à laquelle on arrive assez facilement à parvenir quand on le fait effectivement avec sincérité, c'est-à-dire que vous pouvez gagner la confiance de députés, quelle que soit leur appartenance politique. Très rapidement, ils se disent, au fond, ça m'est égal de savoir ce qu'ils pensent. Bon, ils essayent souvent de savoir quand même, mais c'est plus par curiosité que par nécessité. Ils savent que de toute façon, ce qu'on fera ira dans le sens de ce qu'ils souhaitent. Et c'est tout à fait normal. Hein. C'est quand même, je crois, le rôle des fonctionnaires. Je suis très aussi au principe de la technocratie, je crois à la démocratie. C'est-à-dire que je pense que les décisions politiques doivent être prises par des politiques et pas par des techniciens. Quitte à être assisté par des... Quitte à être assisté par des techniciens, voilà, mais assisté. Alors, ce rôle d'assistant, au sens très large, mais oui, plus que d'assistant, on va pas reprendre toutes vos fonctions au sein bien sûr. de l'Assemblée nationale. Vous l'exercez comme secrétaire général. Comment
en tant que secrétaire général, j'étais la première collaboratrice administrative, institutionnelle du président de l'Assemblée. Donc, ça veut dire que, bien sûr, je l'assistais pendant le déroulement des séances, qui sont parfois houleuses. On est là pour éventuellement donner le bon conseil au bon moment, en particulier par la connaissance qu'on a du règlement et des procédures qu'il faut respecter. Mais on exerce aussi ce rôle en leur donnant des conseils, en répondant à leurs questions sur des décisions qu'ils peuvent avoir à prendre pour bien conduire les débats. Peut-être que je peux prendre des exemples concrets. Juste avant, donc, vous devenez en 2010 secrétaire général de l'Assemblée nationale et de la présidence. Hein, Oui. Ce qui permet de comprendre que vous êtes, Oui, c'est ça le titre exact par d'ailleurs. conséquent, l'assistante du président de l'Assemblée nationale, quelle que soit son appartenance politique. Tout à fait. Question, comment devient-on secrétaire général? Et j'avais envie de dire, dans un univers, on ne va pas se mentir, de macho absolu, qui est celui de l'Assemblée nationale, surtout en 2010, comment peut-elle devenir secrétaire général de l'Assemblée nationale? Oui, c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser. J'ai la première, oui, absolument. Oui, oui, tout à fait. Bon, mais j'ai été la première peut-être aussi parce que, comme je vous l'ai dit, il y avait assez peu de femmes qui rentraient à l'Assemblée. Donc, en définitive, je ne pense pas qu'on peut dire qu'à l'Assemblée, ensuite, il y avait véritablement une ségrégation entre les hommes et les femmes. Il y avait, comme partout, des difficultés de carrière pour un certain nombre de femmes qui avaient à se partager entre leur vie familiale et leur vie professionnelle et qui, finalement, je dirais, négligeaient un peu leur vie professionnelle au bénéfice de leur vie familiale. Mais il n'y avait pas de vraies difficultés. En tout cas, moi, bon, là aussi, il y a quand même un peu l'effet du hasard. J'ai eu la chance de travailler assez rapidement avec deux de mes prédécesseurs comme secrétaires généraux et aussi comme membre du Conseil constitutionnel, Michel Ebner et Jean-Louis Pesan. Donc, bon, je les ai croisés dans les services dans lesquels je suis passé et ensuite, bon, ils m'ont un peu propulsé, disons, dans les services qui, effectivement, conduisaient au secrétariat général. Avant d'être secrétaire général, j'ai d'abord été directrice du service de la séance, puis directrice générale. Et donc, quand j'ai été nommé, c'était une nomination assez naturelle. L'élection, c'est comme celle du pape. Non. Personne n'est candidat. Il y a un nom. Non, 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 non. Et il n'y a pas de fumée blanche. Non, non, c'est évidemment, j'étais la seule dont le nom avait été proposé. C'est le président qui propose cette nomination, mais je le connaissais parce qu'avant donc d'être secrétaire général, j'étais directrice générale et le directeur général supplée le secrétaire général, donc on travaille aussi éventuellement aux côtés du président en séance, dans les réunions du bureau aussi, je ne vais pas détailler la composition de chacun des organes de la conférence des présidents. Donc, bon, le président a proposé ma nomination qui a été approuvée sans beaucoup de surprises. C'est ça, c'est ça. Et C'est le cas avant, c'est le cas aujourd'hui encore. oui, c'est le cas aujourd'hui. Oui, oui, oui. Bon, il peut y avoir des exceptions, c'est-à-dire que si un président n'apprécie pas le directeur général, il peut aller chercher quelqu'un d'autre. Mais globalement, c'est quand même en général comme ça que ça se passe. Donc, c'est en fait un déroulement de carrière. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, les politiques prennent acte de la neutralité de la fonction Oui, et au fond respectent, d'une certaine manière, la continuité de la carrière administrative, on va dire, Oui. au sein de l'Assemblée. absolument. Je crois qu'il y a une très grande originalité donc, de la fonction publique parlementaire. C'est d'abord qu'effectivement, elle travaille indifféremment avec une majorité quelle qu'elle soit, et pourtant très directement au contact des élus. Dans un ministère, bien sûr, vous avez dans les services énormément de fonctionnaires qui travaillent avec des ministres qui ne sont pas forcément de leur tendance politique, mais il y a quand même le filtre du cabinet. Alors que à l'Assemblée nationale, on est très directement avec les politiques, et pour autant, il n'y a absolument pas de difficultés, en particulier, voilà, les cadres ne sont pas du tout renouvelés lorsque la majorité change. Il a pu arriver, en changement de majorité, que ce soit un petit peu difficile. Le temps que finalement la nouvelle majorité se rende compte que les fonctionnaires qui avaient servi la majorité précédente étaient tout aussi prêts à servir la majorité qui suivait. Je pense à 81. En 81, pendant quelques semaines, quelques mois,
beaucoup de nouveaux élus, en particulier ceux qui n'avaient pas du tout été parlementairement, se sont dit mais qui sont ces gens avec qui nous sommes censés travailler et qui ont travaillé pendant 23 ans avec une autre majorité. Et bon, ils ont réussi à cette époque, c'est ancienne, à gagner leur confiance. Et bon, c'est à peu près la même chose. Alors il y a comme ça de temps à autre des changements un peu radicaux. Oui, sur 80, il fallait que les têtes tombent. C'est ça. C'est ça. Eh bien, elles ne sont pas tombées à l'Assemblée. Elles ne sont pas tombées à l'Assemblée. Donc là, on a beaucoup parlé de neutralité. C'est vraiment une thématique qui revient à plusieurs reprises. Mais malgré tout, même si vous n'aviez jamais exprimé le souhait de faire de la politique, vous avez quand même des opinions. Bien sûr, Comme n'importe qui. je vote. Voilà, comme n'importe qui. Et, finalement, comment mettre ces opinions de côté? Est-ce que vous auriez, par exemple, des petites astuces à donner aux étudiants qui hésiteraient peut-être à être administrateurs, justement en ayant peur de ne pas pouvoir mettre leurs opinions? Alors, la première chose que je dirais, c'est qu'il n'y a quand même pas très souvent des questions qui relèvent vraiment du domaine de la conscience. Pendant un certain temps, à la commission des lois, traité des questions de collectivité locale. J'ai eu la chance de participer aux grandes lois de décentralisation du début des années 80. Ça n'est quand même pas une question sur laquelle, quelles qu'aient pu être mes opinions, c'était vraiment pour moi insupportable, soit de faire la décentralisation, soit d'essayer de la limiter quand la majorité a changé. Bon. Si vous avez vraiment, sur certains sujets, des très fortes réticences, vous pouvez, c'est l'avantage de l'administration de l'Assemblée, aller pendant quelques années dans un service administratif, où quand vous gérerez le matériel qui est attribué aux parlementaires, vous aurez moins de problèmes de conscience. Bon. Mais finalement, je crois que ça n'est quand même pas très fréquent. Et par ailleurs, moi, je suis vraiment convaincu que c'est le respect de la démocratie. Pour être tout à fait... Nous sommes les seuls fonctionnaires dans ce domaine. Encore une fois, la seule particularité, c'est qu'on travaille très directement avec les politiques. Mais si vous êtes magistrat, vous appliquez les lois, même si elles ne vous plaisent pas. En tout cas, on peut l'espérer. Oui, mais là, vous servez quand même la rhétorique. Oui, c'est ça. Mais là, ça revient au rôle de l'avocat. L'avocat défend son client, même si il sait finalement quel acte il a commis et qu'il ne l'approuve pas. Et donc, en tant que secrétaire général, vous étiez vraiment dans le cœur du réacteur. Là, il n'était plus question d'aller dans les services administratifs si jamais... Non, ça c'est sûr. C'était fini. Et vous avez travaillé sous donc des majorités différentes. Oui, absolument. Oui, j'ai commencé par être nommé donc à l'époque par le président, enfin par le bureau, sur la proposition du président Bernard Accoyer, qui était donc un membre de l'UMP. Oui, je dois dire, c'est ça, j'ai réfléchi, ça n'était plus le RPR, mais ça n'était pas encore LR. C'était l'UMP, voilà. Non, ça n'était pas l'UDR, non. Ou encore moins l'UNR. Non. Donc voilà, et j'ai resté en fonction quand la majorité a changé et que Claude Bartolone, donc, qui lui était socialiste, a été élu à la présidence. Et c'est Claude Bartolone qui finalement m'a nommé au Conseil constitutionnel. Donc bon, si vous voulez, l'un et l'autre m'ont fait confiance pour des fonctions. Vous avez rendu service à Bernard Accoyer comme à Claude Bartolone. Alors là, on Tout parle à fait. d'abstrait exemple. Je pourrais donner deux exemples qui finalement sont intéressants parce qu'ils ont un lien avec les fonctions que j'ai exercées ensuite. On est évidemment amené à conseiller le président sur les procédures qu'il faut suivre. Alors, pour aboutir, bien sûr. Donc, pour Bernard Accoyer, il y a eu la discussion de la loi sur les retraites, déjà, mais c'était en 2010, et qui a été très longue, très compliquée, difficile. Et sur la fin du débat, il était... Non, en l'occurrence, il n'était pas... Non, ça n'était pas nécessaire parce qu'il y avait une majorité. En revanche, il y avait une procédure qui était justement une procédure qui encadrait les débats, ce qu'on appelait le temps législatif programmé, par lequel la conférence des présidents détermine au départ le temps qui sera attribué au groupe. Donc ça avait été contesté, là aussi, parce que, évidemment, ça limitait le temps dont disposaient les groupes, et en particulier les groupes d'opposition. Donc discussion difficile.
Et on arrivait au terme de cette discussion, c'était important que le texte soit adopté le jour où c'était prévu, parce qu'ensuite il y avait une semaine d'interruption des travaux, donc si le texte n'avait pas été adopté, il n'aurait pas pu partir au Sénat, ça aurait reporté pas mal de temps, et il y avait beaucoup de manifestations dans les rues. Bon, il se trouve qu'à la dernière minute, juste avant le vote solennel pour des textes de ce type, il y a un vote qui a lieu après les questions au gouvernement à 16h, voilà, par scrutin public. Il y a un grand nombre de parlementaires de l'opposition qui se sont inscrits pour ce qu'on appelle des explications de vote personnelles. Normalement, les explications de vote sont faites par les groupes. Mais il peut y avoir des explications de vote personnelles. Les explications de vote par groupe, elles sont évidemment donc habituelles. Mais en revanche, il y avait cette procédure qui avait été prévue d'explication de vote personnelle qui était plutôt conçue pour permettre à des députés qui auraient eu une position marginale par rapport à celle de leur groupe de s'exprimer. Bon, là, les députés de l'opposition ont choisi de s'inscrire en nombre considérable. Il y en avait 150. Donc, c'était clair que si les 150 passaient, on ne pourrait pas adopter le texte dans le délai qui avait été prévu. Et donc, le président a envisagé d'interrompre ces explications de vote sans les prendre toutes, et il m'a demandé ce que j'en pensais. Et là, j'ai été amené à lui dire, avec d'ailleurs un peu d'appréhension, enfin, sans trop quand même d'appréhension, parce que je pensais que la jurisprudence du Conseil constitutionnel était prévisible, qu'il pouvait le faire sans risquer grand-chose, parce que le Conseil a toujours affirmé que les dispositions du règlement des assemblées n'ont pas valeur constitutionnelle et que donc on peut ne pas les respecter dès lors qu'on ne porte pas atteinte à la clarté et à la sincérité du débat. Compte tenu de la durée des débats, compte tenu du fait qu'il y avait déjà, il a pris quand même une bonne vingtaine, sinon une trentaine d'explications de vote personnelles, il pouvait interrompre cette série. Voilà. C'est ça. Il aboutisse à ce vote solennel avant la fin de la journée, avant que minuit nous sonne, pour lecture des choses concrètement. On peut imaginer quand même que dans le même temps, il y ait eu des assistants parlementaires pour conseiller les membres de l'opposition en leur disant si vous voulez retarder. Mais bien sûr, c'est ce qu'ils ont fait, et c'était leur travail, et c'était même assez astucieux. Mais voilà. Et donc du coup, entre fonctionnaires des assemblées, vous pouvez vous dire, hein, dans les couloirs, on a bien joué, mais... Oui, bien sûr, parce qu'en fait, bon, ça je ne l'ai pas dit, mais on a beaucoup de relations avec toute une série de gens qui travaillent à l'Assemblée et qui ne sont pas fonctionnaires parlementaires. C'est les assistants personnels des députés, mais c'est... Est-ce que Claude Oui. Barthelone a eu la même chance? Alors, Claude Barthelone n'a pas eu la même chance, mais ça n'est pas lié au fait que je ne lui ai pas donné le bon conseil, c'est lié au fait que, malheureusement, quand il m'a consulté, il était déjà un peu tard. En fait... je pense au vote d'une loi sur le logement, qu'on appelle classiquement la loi Duflot, et qui a été effectivement censurée dans son ensemble par le Conseil constitutionnel. Elle avait été déposée au Sénat. Les délais étaient très brefs. Donc le Sénat a considéré que, compte tenu du temps qui allait s'écouler entre l'adoption en commission et l'adoption en séance, il n'était pas possible d'engager la discussion sur le texte de la commission parce que les sénateurs n'auraient pas eu suffisamment de temps pour déposer des amendements. Donc, ils ont décidé que la discussion s'engagerait sur le texte du projet de loi initial. C'était contraire à la réforme constitutionnelle qui avait été faite en juillet 2008. Oui. Des jeunes étudiants, bien sûr. Les moins jeunes qui ont un peu perdu le contact, on vote sur le projet, et puis s'il y a un désaccord entre les deux assemblées, on réunit la commission mixte paritaire pour donner de l'importance à cette commission mixte et donc au travail des parlementaires. On contraint à ce que le vote s'opère ensuite sur le texte de la commission paritaire et non... Non, ça c'est au stade simplement de la lecture au Sénat. C'est-à-dire, voilà. Donc du coup, ce qui est important, c'est que depuis la réforme de 2008, c'était un aspect considéré comme très important de cette réforme, la discussion en séance publique s'engage sur la base du texte de la commission, donc déjà modifié par la commission, et non plus, comme c'était le cas avant, sur le texte du projet de loi initial. Et donc, le Sénat a choisi d'engager la discussion sur le texte initial, et donc, Barthelone m'avait demandé ce que j'en pensais, et je lui ai dit, écoutez, je pense que le Conseil constitutionnel ne pourra que censurer, parce que c'est explicitement contraire à la révision constitutionnelle de 2008, ce qui s'est produit. Alors, il se trouve que Claude Barthelone a essayé de convaincre le gouvernement de retirer le projet de loi et de repartir à zéro sur la discussion, ce qui aurait quand même gagné du temps.
Bon, le gouvernement n'a pas souhaité le faire, mais voilà, c'était par exemple le genre de questions que pouvait me poser un président. On a évoqué très rapidement la présence des assistants parlementaires également, qui Oui. sont évidemment tout à fait différents des administrateurs, puisque les Oui, assistants parlementaires ne sont pas des fonctionnaires non, c'est ça. attachés à leurs députés ou à leurs sénateurs. Comment trouve-t-on sa place en tant qu'administrateur par rapport notamment à ces intervenants, disons, qui fournissent également un conseil? Absolument. Je pense que il y a vraiment la place pour ces deux catégories d'intervenants. Les assistants parlementaires n'ont pas la même fonction que les administrateurs. D'abord, ils ont aussi, il faut savoir que sur l'ensemble des assistants parlementaires, il y en a les 2 tiers qui sont plutôt dans la circonscription. Bon. Et donc, ils fournissent un travail qui est directement en lien avec le travail de la circonscription. Bon. Ceux qui sont à Paris, en général, donc, les députés ont 3 assistants, 2 en circonscription et 1 à Paris. Celui qui est à Paris s'occupe éventuellement aussi des questions de la circonscription, mais à Paris. Il peut prendre des contacts avec tel ministère, le ministère de l'Éducation nationale, s'il y a des problèmes de fermeture de classe, le ministère de l'Industrie, s'il y a des questions d'une entreprise qui est menacée de fermeture. Bon. Ils peuvent aussi avoir une fonction beaucoup plus politique. Ils sont, par exemple, souvent en lien avec le parti auquel le député appartient. Ça, c'est vraiment quand même les limites du travail que nous, administrateurs, nous faisons. On ne trompe pas dans tout ce qui est fonction purement politique des parlementaires. Bon. Donc, voilà, il y a un partage des tâches. Alors, il arrive que les assistants participent aussi à l'activité législative du député, et dans ce cas-là, nous travaillons ensemble, mais sans aucune difficulté. Enfin, moi, j'ai toujours trouvé que c'était absolument essentiel, d'abord de ne pas compliquer la vie des parlementaires, et en plus de travailler en étroite collaboration. En gros, on comprend que l'assistant parlementaire est plutôt dans la fonction politique, Oui. et alors que l'administrateur, lui, est plutôt dans la fonction législative. Tout à fait. Parlementaire. Simplement, dans la fonction législative, vous n'êtes pas tout seul. Il y a le gouvernement, il y a les ministères, il y a le Conseil d'État. Tout ce petit monde intervient dans la fabrication de la loi. Oui. Et là, même question. Les groupes aussi. Hein, les groupes. Les groupes suivent. Et donc, comment vous trouvez votre place dans cet agrégé? Alors là aussi, c'est en fait une affaire de collaboration. Je pense que, alors les groupes en fait donc, ont des collaborateurs qui suivent le travail que font les parlementaires pour en fait le faire valider par les groupes et éventuellement veiller à ce que les décisions des groupes soient bien suivies par les parlementaires rapporteurs. S'agissant du gouvernement, en fait, on a vraiment un échange d'informations. C'est très très important pour les administrateurs d'avoir de bonnes relations avec les membres du gouvernement. Nous sommes des techniciens, mais nous sommes extrêmement peu nombreux par rapport à ce que représente l'administration de l'État. Donc, je prends souvent cet exemple. La commission des lois où j'ai longtemps travaillé, il y avait un administrateur, éventuellement 2 à 1,5, disons, qui s'occupait de tout ce qui était droit pénal ou procédure pénale. Évidemment, du côté de la chancellerie, les moyens sont quand même un peu plus importants. Donc, quand on avait une difficulté, quand on ne savait pas pourquoi telle disposition avait été modifiée, comment elle était arrivée au stade où elle était d'ailleurs au moment où on la modifiait, eh bien on prenait contact avec le gouvernement. Et du côté du gouvernement, ils avaient aussi leur intérêt à avoir de bonnes relations avec nous, parce qu'ils pouvaient en amont savoir un petit peu quelles étaient les intentions du rapporteur, et nous essayions aussi de nous mettre d'accord pour trouver les meilleures rédactions possibles pour les amendements que le parlementaire souhaitait présenter. Vous connaissez les ficelles de l'Assemblée. C'est ça. Non, et puis, oui, bien sûr, non, mais tout à fait. Comme un avocat, son correspondant en province, qui connaît le tribunal local. Mais oui. Le mode de fonctionnement, et voilà. Oui. Oui, question aussi, on a parlé des assistants parlementaires, tous ceux qui participent à la fabrication de la loi. On n'a pas parlé des lobbyistes. Oui, alors, d'abord, je ne suis pas extraordinairement bien placé pour en parler parce que, du côté des commissions, j'ai fait ma carrière dans la commission des lois, qui n'est pas celle qui est la plus soumise au lobby.
Oui, on peut avoir évidemment, bien sûr, des représentants des professions juridiques, mais bon, il n'y a quand même pas de gros intérêts en jeu. C'est beaucoup plus prégnant dans la commission des affaires économiques, quand on s'occupe du secteur de l'énergie ou quand on s'occupe même de l'agriculture, bon, ou la commission des affaires sociales face à l'industrie pharmaceutique. Sont-ils présents? Sont-ils légitimes? Est-ce que Alors, les choses ont changé? oui, ce qui a changé, en fait, c'est la transparence. Ils sont présents, bien sûr, et ça n'est pas anormal. C'est tout à fait normal que le Parlement dispose de moyens d'information et les lobbyistes sont aussi là pour en fournir. Le tout, c'est de bien avoir conscience que l'information qu'ils donnent est orientée dans le but de défendre les intérêts qu'ils défendent. Mais bon, on peut utiliser les lobbies en les croisant. Si, par exemple, ça c'est tout à fait caractéristique, personne ne pourrait contester que quand on fait une loi sur le droit du travail, il est normal que la commission des affaires sociales, le rapporteur, entende les syndicats et le patronat. Bon, forme de lobby. En soi, ça n'est pas choquant. Ce qui est important, c'est le fait que ce soit public et qu'il n'y ait pas de choses qui se fassent, disons, sans que l'ensemble de l'Assemblée en soit informé. Dans ce domaine, bon, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises. Maintenant, les représentants d'intérêt doivent se déclarer. Depuis assez longtemps déjà, les parlementaires, quand ils sont rapporteurs, publient en annexe de leur rapport la liste des personnes qu'ils ont rencontrées. Donc, voilà, on sait que si vous faites un texte sur l'énergie, le rapporteur a rencontré le représentant d'EDF. Bon, c'est pas tout à fait normal, mais au moins transparence. Équilibre des points de vue. Voilà. Alors l'autre, oui, tout à fait. Et donc l'idée que le lobbying pourrait être une forme larvée de trafic d'influence appartient au passé. Oui, je pense que d'ailleurs, à l'Assemblée, ça n'a jamais atteint des proportions très importantes. Bon, il pouvait y avoir, alors ça c'est maintenant aussi encadré, c'est un progrès. Il y avait des petits cadeaux, des choses qui ne dépassaient pas. Il y avait même éventuellement des voyages d'études qui étaient agréables, mais enfin c'était pas non plus, si vous voulez, des valises de billets. Ça, je ne crois pas qu'il n'y en ait jamais eu qui ait circulé. Le candidat à la présidentielle qu'il a perdu pour un costume. Donc. Certes, mais vous voyez que la présidentielle, c'est quand même pas tout à fait. Au Parlement, il y a 577 députés et 348 sénateurs de mémoire. Donc, pour acheter un vote, c'est quand même assez difficile. On va clore ce chapitre sur votre passage important à l'Assemblée nationale. Quels sont vos meilleurs souvenirs? Alors, ça c'est très très difficile. Ce qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est un débat qui est vraiment emblématique, auquel je peux en plus faire référence parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est un sujet de très large consensus. C'est un débat qui a abouti à l'abolition de la peine de mort. Je me souviens parce que j'étais à la commission des lois et que donc j'ai assisté à ce discours, du discours de Robert Badinter, demandant à l'Assemblée d'abolir la peine de mort. Et le faisant avec une très grande solidarité, et c'était très émouvant. Et une question un peu du même type, vous avez un homme ou une femme de cœur? C'est encore plus difficile. De cœur, ça, ce sera peut-être beaucoup dire. Il y a une personnalité qui est assez atypique, qui a traversé la vie politique sans occuper une place vraiment majeure, mais que j'ai toujours trouvé assez intéressante, voire amusante. C'est Philippe Séguin. Il a été président de l'Assemblée et je pense qu'il aimait vraiment l'Assemblée. Ça l'intéressait beaucoup. Il présidait très très bien les séances. Il était volcanique, c'est bien connu. Donc c'était assez amusant de le voir fonctionner. Mais je pense que une de ses qualités, qui n'est pas si fréquente, c'est qu'il était plus désagréable avec ses pairs qu'avec ses subordonnés. Donc oui, il était extrêmement apprécié de tous ceux qui travaillaient vraiment dans son service. Ses chauffeurs, secrétaires, voilà, des huissiers. En revanche, il n'est pas forcément très très commode avec ses collègues et c'est sans doute ce qui fait que d'ailleurs sa carrière n'a pas été aussi brillante qu'elle aurait pu être.